De retour sur ce plateau, merci à vous qui êtes restés fidèles à la chaîne panafricaine et merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette troisième partie du Djibouti des talents. La musique djiboutienne est à l'honneur ce soir sur Africa 24, de même que l'art et le cinéma djiboutien. Wendian Valentin, de nouveaux invités nous ont rejoints. Oui, Richard, il s'agit de M. Hussein Mohamed. D'accord, vous êtes artiste, reggaeman. Oui. D'accord. Madame Lula Ali Ismaël, vous êtes réalisatrice et productrice de films au Djibouti. Oui. Et M. Ali Oumra Mahaman, vous êtes de l'association des enfants des terroirs du Sénégalais. Oui. Merci et bienvenue à notre émission. Alors, présentez-nous votre association. Notre association est une association à but non lucratif, apolitique et qui n'est pas tribale non plus. Il y a lieu de préciser peut-être dans un contexte... Donc elle évolue dans un cadre purement social et culturel. Elle a pour mission donc d'assurer des entraides pour les membres et de promouvoir l'insertion de chacun d'entre eux. Tout le monde sait que Djibouti est une terre de rencontres et d'échanges. Donc c'est un pays peuplé de gens d'origines diverses. C'est une association qui est une composante, enfin, dont la plupart des membres ont été membres actifs d'une association qui n'est plus actuellement en activité, ou dont les activités se sont amoindries, qui s'appelle la Mosaïque. Spécifiquement, vous faites quoi soit dans le domaine de la musique ou dans le domaine de la culture ou de l'art? Qu'est-ce que votre association s'occupe de quelle composante précise de la culture? Les danses traditionnelles. Les danses traditionnelles. Les danses traditionnelles, l'apprentissage des danses traditionnelles de mère en fille, de père en fils, et l'insertion sociale, parce que c'est quand même une chose qui est assez importante quand on n'est pas forcément du même milieu social, du même milieu d'origine. Monsieur Hassan, nous l'avons vu dans la deuxième partie, Monsieur Ali Hersi disait qu'il y a de la bonne musique à Djibouti, mais pas de musiciens professionnels. Vous êtes un musicien, vous faites du reggae, vous êtes connu ici à Djibouti. Ouais. Que répondez-vous à Monsieur Ali Hersi? Je réponds qu'il n'a pas tout à fait tort, mais il y a ici à Djibouti des semi-professionnels en attente, enfin en mal de devenir, si vous voulez. Vous faites le reggae depuis 10 ans? Oh non, non, pas depuis 10 ans, je suis un vieux même plus des Rastas de Paris, et d'ailleurs de la seule communauté sur Paris qui s'appelait la communauté d'Ambala. Et j'étais avec... d'ailleurs, je voudrais saluer toute la diaspora sénégalaise, afro-caribéenne, et tous les gens que j'ai pu rencontrer dans les années fin 70 jusqu'au début des années 80. Car après, j'ai fait comme tout bon rasta, je suis retourné au pays. Voilà. Alors, Monsieur Hussein Mohamed, vous dites ça fait plusieurs années que vous êtes dans ce milieu, oui. La musique. Ah, oui. Alors, vous avez, mais pourtant vous n'avez pas d'album. Vous n'avez pas encore produit. Voilà. C'est quoi la difficulté majeure dans cette... La difficulté majeure est que à Djibouti, vous n'avez même pas un endroit pour acheter une guitare, un harmonica. Il n'y a pas ici d'endroit, un commerce de musique avec la possibilité d'acheter son instrument. Et en plus, on n'a pas vraiment encore de studio pour pouvoir justement... Il n'y a pas de studio à Djibouti pour enregistrer des albums. Il n'y a pas de production. Voilà, il n'y a pas de production. Il y a eu un moment, et ça a marché pendant 10 ans, une association qui s'appelait Arotaba, qui a vraiment essayé par tous les moyens de tirer vers le haut tous ces jeunes en mal de devenir, tous ces jeunes talents en mal de devenir. Mais je vous dis encore, on était toujours bloqué sur ce problème matériel. Parce que le talent est... Alain, je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que je disais. Il y a ici des groupes et des jeunes qui sont... Très talentueux. Ah non,
mais vraiment extraordinaire. On s'en est aperçu. Hein. Ah, merci. Madame Lula, on parle musique, mais on parle aussi cinéma. Vous êtes réalisatrice, productrice de films. Quel est l'état de la production cinématographique dans votre pays, Djibouti? Et sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Actuellement, je travaille sur mon premier long métrage et mon deuxième film. Mon premier film était un court métrage que j'ai fait en 2012. J'ai réalisé, j'ai scénarisé et puis j'ai coproduit en même temps. Et puis c'est un court métrage de 26 minutes qui a en fait été diffusé partout dans l'Afrique francophone parce que ça a été acheté par TV5. Oui, en français et en anglais. Et là, je travaille sur un long métrage qui parlera de la jeunesse djiboutienne et qui, dans quelques jours d'ailleurs, je commence la préparation. C'est une coproduction internationale en fait, parce que c'est coproduit par une production française, une canadienne et une société que j'ai créée depuis en 2013 qui s'appelle Samawada Film et qui est djiboutienne et qui va dorénavant produire, j'espère, d'autres films que les miens. Et mon film est également subventionné en fait par le secteur privé et public, la partie djiboutienne. Donc c'est vraiment un secteur qui va bientôt prendre son envol à Djibouti. Quelles sont les problématiques dont vous parlez dans vos films? C'est le premier cours, j'ai parlé du CAT et l'impact dans la vie sociale, surtout dans le couple. Et dans le deuxième, je parle de ces trois jeunes filles qui passent le bac. Donc j'ai fait trois portraits parallèles de trois classes sociales différentes. Quel problème pose l'usage du calme dans le couple? Il y en a qui diraient que c'est la troisième femme. Parce que, voilà. Pourquoi la troisième femme? La troisième femme, parce que, voilà, le 4, ça prend du temps lorsqu'on consomme. Donc, entre-temps, l'épouse est à la maison toute seule. Donc, mon court-métrage parlait de ça, en fait. C'est une problématique sociale importante, selon vous? Oui, oui. Alors, Madame Aïcha, justement, vous étiez en train d'écouter attentivement ce qu'elle était en train de dire. Elle dit que les thématiques qui intéressent beaucoup plus les Djiboutiens, c'est essentiellement la jeunesse, les problèmes sociaux. Qu'est-ce que vous en direz? Sur le 4, oui, ça c'est un film que nous avons regardé, qui a été très apprécié par le public djiboutien. Et il faut reconnaître que Lula, c'est notre première réalisatrice, que nous admirons beaucoup. Nous croyons en elle. Mais nous sommes tous... Enfin, je dirais, les enfants du 4. Moi, j'ai une amie qui a écrit un livre, un roman là-dessus, qui s'appelle Les enfants du 4. Et je ne sais pas si son papa, elle, broutait. Bon, maintenant, à la mode, on dit caté, mais bon. Il y a même un verbe. Un verbe, le verbe que nous avons créé. Nous aidons la langue française. Hein, bien ici. sûr. Donc, caté. Mais le mien, il caté. Mais moi, je trouve que moi, personnellement, je n'ai rien contre le 4. Ça, tout le monde me dit, pourquoi tu n'es pas contre le 4? Mais je trouve que ça laisse plus de liberté pour les femmes. Parce que chez nous, quand le mari est à la maison, la femme ne sort pas. Mais le fait qu'il aille dans un mabraz pour s'adonner, n'est-ce pas, à cette plante verte, qu'on appelle la majesté verte, cette majesté-là, c'est sa première maîtresse d'ailleurs, sa première épouse. Nous avons deux hommes autour de cette table. Que répondez-vous à cette assertion des femmes ici présentes? Moi, personnellement, j'ai essayé de brouter, mais j'ai fait une chose, c'est de ne jamais brouter devant mes enfants. Et ça a payé parce qu'il n'y en a pas un sur les 9 qui broute aujourd'hui. Bon. On va... Vous ne m'avez pas laissé développer. Ah bon, alors, Madame Roblé. Vous savez, il faut que j'aille, peut-être je tourne un peu autour du pot. Vous préférez les directs, je crois. Alors moi, je disais, il y a la façon de brouter, en fait. Nous avons connu nos pères brouter à la maison. Ils se mettaient dans un coin stratégique, là où ils voyaient la porte, qui rentrait et qui sortait. Donc, ce qui fait que celui qui n'était pas là à 19h, eh bien, il était sanctionné. Donc, le papa, il était au courant de ce qui se passe chez lui. Et il est arrivé que nos mères aussi
Mon papa, il était trigame, hein, il est trigame. Donc, il avait 3 femmes, bien sûr, dans 3 adresses bien différentes. Mais, le soir où il était chez ma belle-mère, ben, tous les enfants, il les emmenait avec lui. Et il nous ramenait pour dormir chez notre mère. Et à chaque fois, il faisait ces navettes-là le soir parce qu'il voulait avoir tous ses enfants autour de lui. Et il quâtait, mais en même temps, il suivait la scolarité de ses enfants, les devoirs et tout. Moi, je crois que ce qui crée le problème avec les quâtes aujourd'hui, c'est l'absence totale du père. Vous pensez que le père djiboutien est absent? C'est ce que les femmes disent. Je crois que... Il ne faut pas non plus généraliser, Voilà, bien voilà. sûr. Tout le monde ne C'est soit pas pas... tous les- Mais on donne aussi la parole. Il y a sans doute... Il y a beaucoup Oui. de hommes qui quâtent et qui sont Présents à la maison. qui sont présents à la maison et qui s'occupent d'une manière Voilà. extraordinaire de... C'est lui qui ouais, est là, voilà, c'est lui qui est chez lui, qui broute à la maison. Les femmes n'ont rien contre les quâtes. Elles veulent juste que leur mari soit à la maison. Il peut quâter comme il peut jouer. Donc, pour intervenir un petit peu dans ce sujet et un petit peu démystifier cette plante qui est à tort d'ailleurs classifiée dans les drogues sur le tableau international, ça n'a rien d'une drogue, c'est juste un élément qui permet de coudre le tissu social. C'est surtout en général consommé par les hommes. Ça ne crée aucune dépendance. Ça ne crée pas de dépendance et ça n'influe pas sur l'intelligence de la personne, sauf si ce n'est que dans un cadre positif. Sans rentrer dans l'aspect scientifique de la plante en elle-même, je pense que c'est un élément apaiseur de la société, c'est un élément intégrateur, c'est un élément qui participe au rapprochement des différents... Je voudrais amener un peu d'eau au moulin de monsieur en disant qu'au Sénégal, parce que je vous ai dit, je connaissais bien la communauté sénégalaise à Paris, et donc il y a une petite... la noix de cola qu'on se donne et qui est aussi une amphétamine. D'accord. Avant de revenir justement sur ce plateau, nous allons suivre un reportage, un portrait croisé de vous, Monsieur Ousmane Ousseni Mohamed. Ousseni, d'accord. Ensuite, ce reportage. D'accord. C'est féminin. Ousseni, d'accord. Ensuite, ce portrait, on revient sur ce plateau. Merci, monsieur. Défendre le continent africain à travers ses paroles, tel est le combat de Farah Liban. Agent de douane et en même temps parolier, Farah Liban s'inspire souvent des faits de société. Aussi, dans sa volonté de promouvoir la musique djiboutienne, il a accompagné plusieurs groupes d'artistes djiboutiens. Notre continent, en général l'Afrique, il n'y a pas de nationalisme, de vrai nationalisme. Si on comprenait la valeur de la patrie, il n'y aurait pas toutes ces guerres, toutes ces pauvretés, tout. On a tout dans notre continent, mais on n'arrive pas à cultiver. C'est ce qui m'inspire vraiment, c'est de faire comprendre et de les inciter à cultiver leur pays. The system is not dead. You must fight. Autre lieu, autre ambiance chez le reggaeman djiboutien Oussem Mohamed Hassan. Son histoire avec le reggae remonte il y a plus de 10 ans. Pour lui, les djiboutiens sont les meilleurs reggaeman au monde vu la diversité culturelle. Que moi, je vous dis que les reggae, les vrais rastas sont du djiboutien. Pourquoi? Parce que rasta, ça veut dire pardonner. Nous sommes les seuls à pouvoir pardonner ce que le roi, le dernier empereur, même s'il a usurpé ce titre à l'époque, nous sommes les derniers à pouvoir pardonner à Haïlé Sélassié. Et en cela, je crois que nous sommes plus que quiconque des rastas. L'univers musical djiboutien est composé de musique afar, arabe ou encore somalienne, ce qui fait sa richesse et sa diversité. Pour le dynamisme de cette musique, le compositeur Oussem Mohamed Hassan n'a qu'une seule volonté, celle de collaborer avec d'autres artistes d'autres pays pour enrichir son univers musical. Alors, notre artiste reggaeman, en suivant ce reportage, vous disiez tantôt que le vrai rastaman se trouve à Djibouti. Qu'est-ce qui explique justement cette assertion? Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que la crise qu'a développé la chute de l'empereur Ménélique
au début du siècle, du XXe siècle, c'est-à-dire en 1910, et bien a déstabilisé toute la corne de l'Afrique et est encore en train de continuer. Mais voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut que les Africains puissent se regarder et se pardonner. Parce que, un peu, Nelson Mandela, c'était quelqu'un de formidable, quelqu'un qui a souffert beaucoup. Et bon, son message c'était « Je pardonne ». Mais il ne faut pas oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner. C'est le début. C'est le début d'un renouveau. D'accord. Alors, Madame Aïcha, comment vous appréciez justement le reggae djiboutien? Alors, nous, au début, quand le reggae est arrivé, c'était avec Bob Marley, que nous l'avons découvert. Hein. Quand on était jeunes, on ne comprenait pas l'anglais, mais on aimait le reggae. Ces messieurs avec de longs cheveux qui sautillaient, voilà, qui avaient les mêmes traits que nous. Ça nous avait beaucoup attirés. Surtout après quand nous avons compris les paroles aussi. C'était des paroles très engagées, nous avons beaucoup apprécié. Ensuite, nous sommes allés voir, donc, on allait le voir sur scène. Hein. Il jouait ce qu'on appelle... vous étiez dans un groupe qui s'appelait Harlem Soul? Est-ce que vous étiez dans... Non, à cette époque-là, j'étais resté à Paris. Nous avions Harlem Soul ici. Oui. Harlem Soul qui jouait le reggae. Voilà, Gedi, paix à son nom. Paix à son nom, Gedi. Et nous aimions le reggae. Le reggae tout court, hein, qu'il soit djiboutien ou international, nous avons toujours apprécié le reggae. Qui n'aime pas le reggae? Je ne pense pas qu'il y a des gens. D'ailleurs, bon nombre de chansons somaliennes. Somaliennes, oui. Ont été inspirées. Exactement. De plus en plus. Voilà. C'est une rythmique qui est assez proche de la nôtre et qui s'accommode facilement également aux paroles que contiennent nos chansons. Vous qui connaissez bien la société djiboutienne, qu'est-ce qui cimente aujourd'hui le peuple djiboutien dans le domaine de la culture? Qu'est-ce qui fait l'unité des Djiboutiens? L'unanimité. L'unité, si on veut, du peuple. Ah, l'unité. Vous savez, la musique n'a pas de frontières. Une belle voix aussi n'a pas d'ethnie. Moi, je trouve qu'un artiste ne peut pas être communautariste, il ne peut pas être tribaliste. Tu vois, un artiste, c'est quelqu'un qui peut être apprécié donc aussi bien dans son propre pays qu'à l'extérieur. Il peut être même, si vous voulez, le porte-parole de son pays. Le fait d'avoir un grand chanteur. Par exemple, à Djibouti, nous avons pu connaître Djikentia Fakoli, tous les grands de ce monde grâce à la musique, Ismaïlo. Et ce que nous rêvons de faire actuellement, c'est justement d'exporter la culture djiboutienne vers l'extérieur, parce que le monde doit découvrir la culture djiboutienne. Nous avons beaucoup de choses à montrer, nous avons beaucoup de choses à dire. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Madame Lula. Mais il y a, par exemple, dans mon film, dans mon prochain film de long métrage, j'utilise un jeune musicien vraiment très talentueux, Don Deltafa. Voilà, j'utiliserai ses chansons, une partie de son premier disque qu'il a fait il y a quelques années. Il est en train de faire un autre disque. Donc, majoritairement dans mon film, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de musiciens djiboutiens pour que je puisse, parce que c'est l'âme de mon film, c'est ça qui dirait « Ah, ça c'est un film de Djibouti ». C'est dans quelle langue les acteurs de votre film jouent dans quelle langue? Principalement en français.
D'accord. Principalement en français, mais il y a aussi les langues locaux. Parce que la question de l'internationalisation de la musique djiboutienne se pose aussi en termes de langue, parce que pour qu'une musique soit internationale, il faut qu'elle soit accessible. Et pour qu'elle soit accessible, il faut que ce soit aussi dans une langue étrangère. C'est aussi une problématique ici, surtout. Mais je crois que les musiciens, ils ont compris, et de plus en plus, par exemple, ce jeune artiste dont je parlais, il fait des chansons bilingues. Il chante en Somalie, et en même temps il chante en français, et il chante en afar. Donc c'est vraiment, les musiciens, ils commencent à comprendre qu'effectivement, il faut que ça soit accessible pour tout le monde. Doit-on pour cela introduire l'apprentissage de l'anglais dans les systèmes scolaires, l'apprentissage de langue? Oui, depuis longtemps. Ça a pris ou pas? Oui. Si. Les Djiboutiens, vous savez, ils apprennent vite les langues. Ils sont très doués pour les langues. Donc, l'anglais est là, l'arabe est là. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, on va voir avec vous. Que faut-il faire justement pour une musique djiboutienne exportable? Eh bien, c'est de la mettre sur un support standard, le support de la musique que vous avez maintenant, que vous pouvez écouter, que ce soit le reggae, que ce soit le funk, que ce soit la dance, enfin la soul, mais avec cette connotation, avec nos mélodies. D'ailleurs, j'ai essayé ça en langue somalie, revisiter des standards qui avaient été, qui étaient ce qu'on appelle le folklore, et en reggae, parce que tout à l'heure on parlait du reggae. Voilà, c'était un morceau qui s'appelait Wamap Soudé, qui veut dire oh, je suis heureux. D'accord. On va suivre justement. Vous aviez prévu d'ailleurs. Vous avez prévu justement de nous faire une toute petite démonstration. Oui. Allez-y. Alors, je voudrais qu'on présente ce monsieur qui s'appelle monsieur Idriss Absiye, et qui est un des grands musiciens ici, à Djibouti. Et normalement, c'est pas un guitariste, c'est un bassiste. Allez-y. Mais voilà. On peut commencer. Oui. Eh bien, la vie est belle ici à Djibouti, avec de tels airs musicaux, on ne peut que se sentir bien. Oh ben écoutez, on vous remercie infiniment. La mélodie ressemble un peu de très près à la mélodie des chansons maliennes qu'on écoute sur RFI en général. Et malgré l'éloignement, il y a des retrouvailles un peu partout en Afrique. Et donc, c'est aussi un bonheur de pouvoir compter sur des chanteurs aussi talentueux que monsieur et poursuivre. Mais pour essayer d'aller dans le sens de votre question, tout à l'heure quand vous disiez qu'est-ce qui fait le socle ou ce qui cimente la société djiboutienne dans sa diversité, c'est surtout la nature de l'individu. Le Djiboutien, par nature, est une personne assez tolérante, assez ouverte, d'abord, au premier lieu, à la culture d'autrui. Avant même de promouvoir la sienne, il est très ouvert à la culture d'autrui. Et donc, c'est un premier pas pour pouvoir s'inspirer et également ensuite faire développer la nôtre. Donc, nous sommes peut-être en ce moment dans cette phase-là, parce que nous sommes quand même un jeune pays.
Et nous sommes dans la phase où nous recherchons maintenant comment pouvoir promouvoir la nôtre maintenant, bien que pendant les 40 ans de licence presque, nous nous sommes inspirés de cultures diverses, de mélodies diverses. Et je crois que le temps est arrivé pour que, incessamment sous peu, nous puissions rentrer dans les standards, comme disait le musicien. Écoutez, s'il y en avait encore qui doutaient de la richesse et de la qualité de la culture djiboutienne, ce soir, ils ont eu l'occasion d'être convaincus du contraire. Merci infiniment à vous d'avoir accepté de nous faire vivre ce joli moment que nous avons. C'est gentil de votre part, mais je voudrais adresser un petit mot. Justement, nous sommes restés simplement que dans nos frontières. On aimerait pouvoir partir à la rencontre de nos frères au Sénégal, partout. Vous savez quoi, monsieur Ousmane, tout à l'heure quand je vais finir de remercier mes invités, vous allez refredonner l'air de tout à l'heure parce que c'était tellement beau que nous avons envie de finir notre émission sur ces là. Vous reprenez votre... Madame Roblé, Aïcha, merci infiniment d'avoir accepté de participer à ce débat fort intéressant. Madame Lula, merci également à vous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, productrice de films. Merci pour votre apport. Oui. Bientôt au tournage. Et bien, plein succès, hein, plein succès à vos tournages. Si je peux me permettre, je voulais je vous en prie. Ajouter un petit remerciement que sans le ministère de la Communication, qui me parraine depuis le début de cette aventure de mon long métrage et du court métrage, voilà, ça aurait tout simplement pas pu exister. Donc, un grand merci au ministère de la Communication. Le message est passé. Voilà. Monsieur Ali Oumra Mahamat, vous êtes de l'association des enfants dits sénégalais. Vous êtes dans la promotion de la culture, de la musique. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Et monsieur Ousmane Hussein, merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous votre talent que nous allons d'ailleurs goûter, auquel nous allons encore goûter à la fin de cette émission, si je puis me permettre. Merci également, Wendy Valentin, d'avoir accepté de participer et de présenter cette émission. Je suis infiniment touché par votre... Alors, le guitariste, monsieur, rapprochez-vous un peu, voilà, comme ça on est envahi des airs musicaux que vous nous émettez. S'il vous plaît, votre instrument à la bouche. Vous êtes sûr que vous voulez la même chanson? Parce qu'on en a une en français. Écoutez, si vous en avez une autre, en français, pourquoi pas, nous sommes preneurs. Ça s'appelle Le Temps Perdu. Le Temps Perdu, mais on n'en a pas perdu ici à Djibouti, au contraire. Non. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Le Temps Perdu. Le temps que j'ai perdu à ne savoir oui que trop dire du temps qui fuit ainsi sans revenir me laissera-t-il du plus beau de mes souvenirs, oh Lord, l'amertume de n'avoir pu seulement pu le retenir. Mais dis-moi, oh dis-moi pourquoi tu es parti, dis-moi, oh oui, pourquoi, si loin d'ici, je n'ai jamais revu, d'où de ses yeux, non, je n'ai jamais plus entendu le son de sa voix, dis-moi, oh oui, pourquoi, tu es parti. Dis-moi, oh oui maman, pourquoi si loin d'ici? Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été si nombreux à suivre cette émission consacrée à la culture et à la richesse culturelle djiboutienne. Nous sommes à la fin de cette émission, que donc je vous remercie d'avoir suivi. Nous remercions nos invités. Est-ce qu'on peut dire, moi je voudrais faire un coup. Non, pas possible. Madame Roblé, nous n'avons plus. Il faut que je salue oui, s'il vous plaît. Monsieur Prosper Campaoré. Monsieur Prosper Campaoré, oui, qui était directeur du Festival international pour le développement
Ifitede au Burkina Faso, et Madame Aminata Soufal, Écoutez, les grands écrivains sénégalais. Le message Voilà. est passé. Voilà. Merci infiniment. C'est la fin donc de notre émission du Djibouti des talents. C'est la fin donc du Djibouti des talents. Restez nombreux sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt.